Alors, bienvenue de retour sur le plateau pour le deuxième moment de notre Mediapart Live. Alors, pour animer ce deuxième moment, j'accueille Lise Wajman. Bonjour Lise, qui est critique littéraire à Mediapart. Et on a le plaisir de recevoir un écrivain, Nicolas Mathieu. Bonsoir. Bonsoir, qui vous venez de recevoir je ne sais pas si on dit recevoir, vous venez de vous voir décerner le prix Goncourt pour votre deuxième roman, qui s'appelle « Leurs enfants après eux », publié chez Actes Sud. Donc, écoutez, merci beaucoup d'être là. Votre roman précédent, qui était un roman noir, ça s'appelait aux animaux la guerre, aussi chez Actes Sud, et qui est actuellement transformé en série télé, adapté en série télé, merci de me corriger, qui est diffusée sur France 3 en ce moment. Les prochains épisodes sont demain, jeudi, je crois bien. D'accord, écoutez, nous on a l'impression qu'en primant Leurs enfants après eux, le jury du prix Goncourt a essayé de saisir quelque chose de son époque, parce qu'on peut reprendre les mots d'une écrivaine membre du jury, Virginie Despentes, qui dit, je cite, que votre chronique sociale peint une France dont on ne parle pas. Une autre jury ou un autre membre du jury a conseillé au président Emmanuel Macron de lire votre livre. Donc écoutez, on relaye ce conseil parce que vous parlez d'un monde effectivement qu'on voit peu, qui est laissé à l'abandon, on a eu l'impression, donc on va en discuter. C'est vrai qu'en fait, il y a un écho avec le moment précédent, notre plateau précédent, parce qu'on parle d'un monde qui est celui, très certainement, d'une grande partie des Gilets jaunes, un monde d'une France périphérique où des petites villes ou rurales, de gens qui travaillent mais qui ne sont pas forcément très qualifiés, des gens qui ont besoin de véhicules pour se déplacer, on le voit constamment dans vos livres. Donc on avait envie de parler avec vous de ces sujets-là. Peut-être pour commencer, est-ce que pour vous, quand vous voyez les actualités aujourd'hui, vous vous dites que le peuple qui se mobilise là, c'est les gens dont vous parlez dans vos livres? En grande partie, oui. Après, le monde dont moi je parle, qu'il est difficile de définir, qui n'est en tout cas pas celui des grandes métropoles ni celui des cités. C'est cette espèce d'interland, à l'arrière des grands comptoirs de la mondialisation. Il est quand même complexe. C'est-à-dire qu'il n'est pas si à l'abandon que ça. C'est un monde qui vivait sur des fonctionnements économiques, industriels, qui s'est achevé. Et donc, il y a une partie de la population qui est orpheline de ce monde-là et qui s'est retrouvée dans des situations parfois difficiles, avec un héritage lourd à porter, des situations économiques encore aujourd'hui qui sont parfois compliquées à gérer, et des horizons qui se sont obscurcis. C'est-à-dire, moi j'ai grandi dans les années 80. Dans les années 80, tout le monde était convaincu qu'on était sur une pente ascendante et que tout irait toujours de mieux en mieux, Et ce rêve-là, il s'est brisé. Et pour ces populations-là, demain n'est pas forcément une bonne nouvelle, Donc il y a une crispation, il y a une inquiétude. Mais ces gens-là, ça n'est pas la totalité des populations de ces territoires. Il y a des gens qui font du fric aussi dans ces territoires-là. Il y a des bourgeois, il y a des gens qui réussissent, il y a quand même des villes moyennes où il se fait de l'argent. Donc ils ne peuvent pas, ces territoires-là, se résumer uniquement par les gens qui sont dans la panade, en fait. Ce serait trop simple. Mais il y en a, et puis quand même, ils se sentent relativement excentrés par rapport au cours des choses, par rapport à l'en avant de notre civilisation. Il y a un sentiment de relégation, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas de ne pas être totalement dans le game quand même. On est en marge et pas en marche. Voilà. Vas-y, Lise. Alors, le roman, donc, Leurs enfants après eux, se déroule sur 6 ans, donc dans une ville inventée, mais dont on comprend qu'elle est dans l'est de la France, proche de la frontière luxembourgeoise. Et c'est un roman d'apprentissage donc, qui nous mène de 1992, Smells Like Teen Spirit de Nirvana, jusqu'à 1998, la France en finale de la Coupe du Monde. Roman d'apprentissage qui se centre autour d'un personnage principal qui est Anthony, mais en fait c'est aussi un roman choral, donc on va suivre autour d'Anthony son cousin, son frère ennemi, Hassine, ses parents, les jeunes filles dont il s'éprend ou dont il ne s'éprend pas. Surtout une qui est Steph, oui. Voilà, Stéphanie dit Steph, et une autre
à laquelle il a le tort de beaucoup moins s'intéresser, parce qu'évidemment c'est notre préférée, Vanessa, et en même temps donc le roman parcourt ces 6 années en saisissant de manière elliptique à chaque fois l'été tous les 2 ans, et à chaque fois vous reprenez les mêmes motifs, l'apprentissage des sentiments et puis de la sexualité, la confrontation à la violence, le lien social qui se défait, et à chaque fois vous les déplacez légèrement d'été en été, comme s'il y avait un tour d'écrou supplémentaire à chaque... Et donc dans ce croisement entre apprentissage et roman choral, on a l'impression que vous dépeignez quand même un petit monde dans sa cohérence, et dans une sorte de géographie qui n'apparaît pas si souvent dans la littérature française. Oui, c'est ça, exactement. Il y a le projet, j'ai poursuivi un peu ce que j'avais déjà tenté aux Animaux la guerre, c'est-à-dire de dépeindre un monde. Et c'est un petit microcosme, c'est une vallée. Et j'ai essayé de le faire à la fois verticalement et horizontalement, c'est-à-dire qu'il y a la verticalité des milieux sociaux, on part de très bas, et même il y a la présence fantomatique de gens dont on entend parler et qu'on ne voit jamais, qui sont les plus pauvres des plus pauvres, quoi, et qui ont une présence comme ça, qui sont presque retournés à la nature quelque part. Les grosses têtes. Voilà, les grosses têtes. Et puis on monte jusqu'en haut, c'est-à-dire les édiles de la ville, les gens, la préfecture, des gens comme ça. Et il y a un portrait un peu, vous savez, c'est comme dans les manuels de littérature, autrefois on voyait cette maison parisienne en découpe, et c'était le projet de Balzac, quoi, montrer toute la société de haut en bas. Et puis aussi latéralement, c'est-à-dire qu'il y a la géographie des différents milieux sociaux. La France pavillonnaire, la France résidentielle, il y a une cité, il y a une ZAC, voilà, ça tourne un peu comme ça. Puis il y a la 4e dimension, qui est peut-être la plus importante, c'est celle du temps, c'est-à-dire qu'on les voit affronter au passage des années. Ça commence en 92, ça finit en 98, et comme tous les romans d'apprentissage, c'est un roman du temps qui passe, et qu'est-ce que ce temps-là fait aux ambitions, aux rêves, au corps, aux gens, quoi. Comment le temps... vous savez, c'était le mot de Cocteau sur le cinéma. Le cinéma, c'est la mort au travail. Ben, c'est un peu ça aussi, un roman d'apprentissage. On voit comment le temps, comment le mort saisit le vif, quoi. Comment aussi il y a ça, et puisqu'il y a aussi les questions des parents, quoi. Est-ce que le temps leur fait? Est-ce que on a noté quelques passages, surtout Lise, dont c'est le travail, mais voilà, voulez-vous soumettre quelques passages? Oui, pour comme ça tirer le fil de la continuité avec l'actualité très immédiate des Gilets jaunes. Il est frappant à la lecture de votre roman de lire par exemple l'inscription dans une géographie du déplacement qui passe forcément par... il faut une voiture, ou alors il faut une moto ou une mobilette. Et donc, par exemple, on a cette considération, on allait au bahut chez ses potes en ville, à la plage, fumer un pétard derrière la piscine, retrouver quelqu'un dans le petit parc, on rentrait, on repartait. Pareil pour les adultes, le boulot, les courses, la nounou, la révision chez Midas, le ciné. Chaque désir induisait une distance, chaque plaisir nécessitait du carburant. À force, on en venait à penser comme une carte routière. Et ça raconte bien, peut-être là, ce qui se passe aujourd'hui, cette dépendance, la disparition aussi des infrastructures qui accroissent cette dépendance aux moyens de chacun pour se déplacer, aux moyens privés. Oui, cette question des déplacements et du carburant, c'est une question de mode de vie. C'est-à-dire que les gens, la structuration de leur... ils vont au taf, ils partent en vacances à la mer, ils vont faire leurs courses au supermarché. Et tout ça, ça s'inscrit dans un espace où les distances sont longues. Et ces distances, on ne peut pas les parcourir autrement, en tout cas on les fait tard, qu'en bagnole ou avec des véhicules. Donc le carburant, c'est le sang qui fait tourner ces mondes-là. Donc à partir du moment où il y a une pression qui s'exerce là-dessus, ça tourne moins vite, c'est compliqué. Moi, je bosse par ailleurs dans un organisme de surveillance de la qualité de l'air. Donc là, on est dans une tenaille parce qu'il y a l'urgence climatique. Ce qui sort des pots d'échappement, ça tue.
Ça tue 48 000 personnes par an. C'est les 48 000 vies qui, chaque année, sont écourtées par ça. Et en même temps, ça fait vivre tout le monde. Et on est bien dans cette... Et c'est marrant parce que quand je suis allé voir dans des usines, dans le cadre d'un autre travail que j'ai fait par le passé, je faisais des procès-verbaux de plans de licenciement. Donc j'arrivais avec mon ordi et je devais prendre les notes de ce qui se passait là. Et les mecs qui me faisaient visiter leurs usines étaient dans une grande nostalgie. Ces usines avaient fait vivre tout un bassin de travail autour. Et en même temps, ces usines, elles avaient dévoré de l'humain. Elles avaient tué des corps. Je me souviens d'avoir vu une usine à côté de Maubeuge, qui faisait du métal. Le type, ils étaient vraiment dans une grande mélancolie. Ils perdaient leur outil de travail, quoi. Et il me dit fièrement, ici, on appelait cet endroit la boucherie des Ardennes. C'est-à-dire que ça tuait des gens en masse, quoi. Et sur le carburant, on est quand même dans un hiatus du même ordre. C'est-à-dire qu'effectivement, ça tue des gens et ça nuit au climat. Mais qu'en même temps, que faire, quoi. Et les gens, ils sont coincés. C'est une mâchoire, quoi, cette affaire-là. C'est une mâchoire. Et puis, c'est aussi, en effet, une question économique. Et ça aussi, vous racontez, en fait, ce monde de gens qui ne sont pas les plus pauvres, qui ne sont pas ceux qui sont complètement relégués, mais qui travaillent, mais qui sont ces travailleurs pauvres qui dépendent en fait de chaque... alors là, ça se passe dans les années 90, donc c'est de chaque franc, mais aujourd'hui c'est de chaque euro. Et votre personnage principal fait ses comptes, et on suit ses comptes. Il avait sa voiture, l'essence, les clopes, les courses et divers crédits. Au total, ça faisait 4000 balles. Je rappelle que ce sont des francs. Chaque mois s'achevait sur un découvert de 500 balles minimum. Il suffisait qu'il fasse un écart, un resto, une soirée trop arrosée dans un bar, et il creusait le trou sans espoir de le combler. Et je complète, parce que simplement pour dire que dans votre premier livre, Aux animaux la guerre, c'est tout ce qui meut le personnage principal, c'est qu'il place sa mère dans un foyer, dans une maison de retraite, que lui coûte beaucoup plus cher que ce qu'il gagne. Donc cette tenaille, comme vous dites, cette tenaille économique est partout dans votre budget monde importante pour un grand nombre de gens. Oui, effectivement. Je pense de la majorité des Français. Et c'est marrant parce que j'ai eu ma mère au téléphone récemment, puis je lui parlais de cette actualité-là et je lui dis mais toi, t'en penses quoi? Elle qui est peut-être plus que moi encore dans ce monde-là maintenant. Elle me dit mais le problème c'est que tout est de plus en plus cher et pour les loisirs, ça devient difficile. En fait, voilà, c'est qu'aussi on dévore sur ce que c'est de la vie qui vaut d'être vécue. Et que finalement, le nécessaire prend toute la place. Et qu'est-ce que c'est que ces vies-là, à la fin? Et bon, après, il y a d'autres choses qui, dans cette affaire des Gilets jaunes, enfin, il y a un sentiment d'iniquité qui est brûlant, quoi. Mais il faudrait ramener ça au ras du sol, quoi. Qu'est-ce que c'est que ces vies qu'on mène, quoi? Et ces gens, ils ont des visages, ils ont envie de prendre du plaisir, ils ont envie de s'amuser, et ils se sentent quand même... Je pense, moi je ne peux pas parler pour les 300 000 qui manifestent ou qui ont manifesté, mais sans doute y a-t-il un sentiment d'être acculé, quoi, par le cours des choses. On peut peut-être, dans un des reportages que ma collègue Mathilde Goannec a fait, justement il y a ça, une dame lui fait le compte de tout ce qui a augmenté, et donc elle met au même niveau l'essence, l'électricité et le prix du beurre. C'est ce que vous dites, tout s'accumule, quoi, tout pèse. Est-ce que vous avez des retours de lecture de ce côté-là? Est-ce qu'il y a des lecteurs qui vous font part justement d'un sentiment de reconnaissance à lire le roman? Alors, dans votre région, j'imagine, enfin, j'ai vu même qu'il y avait une fierté, voilà. Ah oui, c'est à Goncourt, Vosgien, tout le monde l'a eu là-bas. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui se joue dans le fait de se reconnaître dans des personnages de romans? Alors oui, mais à chaque fois, c'est des gens qui en sont partis, en fait. C'est-à-dire que les gens donc, qui sont dedans, je ne sais pas s'ils le lisent, et je ne sais pas si ça les flatterait beaucoup de s'y mirer de cette manière-là. Après, encore hier soir, dans une librairie, il y a un homme qui venait de cette région-là, qui aujourd'hui vit à Paris, et qui m'a dit « Je peux mettre un nom sur chacun de vos personnages. » C'est exactement comme ça. Et il y a un sentiment à la fois de reconnaissance, au sens où elle me disait ça fait du bien de mettre des mots là-dessus et que quelqu'un parle pour eux. Et puis en même temps, une espèce de ouf d'en être parti. Enfin voilà, c'est les parcours de transfuge. Hein, ça raconte ça aussi, quoi.
Ouais. Est-ce que, alors d'abord peut-être, est-ce que les retours de lecteurs ou de gens autour de vous ont changé depuis que vous avez gagné, que vous avez eu le prix Goncourt? Est-ce que le regard sur ce roman a changé? Est-ce qu'on est passé, je ne sais pas, d'un côté, c'est un roman social, on parle de la misère des gens, à c'est une grande œuvre sur la littérature française, sur la France d'aujourd'hui? Le regard, pour l'instant, il n'a pas changé sur l'œuvre, et en tout cas, je n'ai pas de recul là-dessus, mais je vois qu'il y a des lecteurs que je ne voyais pas avant qui arrivent. Et, et qui parlent à travers moi à l'institution. C'est-à-dire que je suis un peu comme Miss France, je fais le tour des popotes avec ma couronne sur la tête, et je vois, il y a des gens qui sont contents de voir un Goncourt, quoi. Et plusieurs fois dans les librairies, on m'a dit « Ah, mais c'est la première fois que je vois un Goncourt en vrai ». Donc là, ça ne me concerne même plus moi, c'est-à-dire que il y a en France, qui est un pays très littéraire, il y a cette institution qui s'appelle les Goncourt, qui produit de la légitimité sous forme d'un prix. Ce prix tombe sur quelqu'un une fois par an, et puis pour beaucoup de gens, ça signifie quelque chose. Voilà, je suis dépositaire d'un espèce de coiffe indienne symbolique qui est... Mais ça, pour le coup, ça concerne ni moi ni le livre, c'est un truc d'un rapport des Français à la littérature, je pense. Ouais, bah nous, on est fiers de recevoir un Goncourt. Mais oui, ils vous font passer des messages quand vous dites... ils me voient aussi comme une émanation d'une institution. Il y a un côté... quand même, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ça. Donc ça, c'est la première fois que je vois un Goncourt. Est-ce que je peux vous toucher? C'était assez marrant. Mais après, non, il ne me faut pas passer des messages au sens où je serais la voix du... J'aurais apporté une voix du peuple ou des choses comme ça, quoi. Parce que vous êtes audible. Parce que vous êtes audible et parce que... Non. Il ne me faut pas passer des trucs comme ça. Non. Et on n'essaye pas, pour l'instant, de me servir de moi comme un porte-voix, ou alors plus des élus, quoi, qui voient ça comme éventuellement un vecteur pour parler des territoires. C'est leur grande obsession, les territoires. Donc comme moi je parle d'un territoire dont peut-être on parle moins que d'autres, et ils se disent là il y a un truc à jouer, quoi. Mais pas les lecteurs que je vois, lecteurs lambda, quoi. Vous parlez d'un territoire précis, mais vous parlez aussi d'une période précise, les années 90. Donc on est, donc, comme vous l'avez dit, de 92 à 98 en 4 flashs sur les étés. Nous, on s'est demandé, est-ce que... Donc c'est très ancré dans cette période-là, par plein de petits signes, dont la musique qui fait l'ouverture, le titre d'ouverture de vos chapitres, des périodes. Est-ce que finalement, aujourd'hui, est-ce que ça a tellement changé, ce que vous racontez? Est-ce que l'adolescence, le rapport aux parents, le rapport à l'argent, le rapport au territoire, est-ce que ça change tellement finalement 20 ans après? La vie des adolescents, assurément. Via les réseaux sociaux, Internet et le téléphone portable. Exactement. Ouais. Moi, quand je vais dans des bahuts présenter le livre, ou avant, quand j'allais faire des ateliers d'écriture, des trucs, je vois bien que l'économie du flirt n'a plus rien à voir avec celle que j'ai connue. Elle s'est quand même largement accélérée. Et puis, elle est multimédia, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'images, beaucoup de sons, de choses comme ça. Moi, j'ai quand même écrit des lettres à la main que je glissais dans des cartables en cachette. On est quand même très loin de ce fonctionnement-là, quoi. Donc, de ce point de vue-là, ça a changé complètement. Après, il y a des universaux. C'est-à-dire que le malaise adolescent, je pense qu'il est de tout temps. Les rapports aux parents, quand on est un môme, je pense aussi que ça marche partout. Et puis... Parce que je suis quelqu'un de malhonnête, peut-être que je me suis servi des années 90 pour parler d'aujourd'hui. Alors, il y a ça aussi, quoi. C'est-à-dire que tout ce qui est sur le travail, dans cette époque, ça parle aussi de maintenant. Et puis, c'était déjà en germe, cette chose-là, dans les années 90. C'est-à-dire la fin des collectifs, l'apparition du travail isolé, l'atomisation des travailleurs, tout ça, quoi. Est-ce que... On pourrait penser qu'il y a presque un genre qui est en train de naître, un genre roman de la désindustrialisation. Et un confrère de Mediapart me faisait remarquer qu'au fond, c'est presque Est-ce qu'on pourrait dire que votre roman, c'est la suite des derniers jours de la classe ouvrière d'Aurélie Filippetti? C'est-à-dire, c'est un pas de plus dans justement cette fin de la classe ouvrière. Là, on est au lendemain de la classe ouvrière. Ouais. C'est-à-dire que c'est des gamins qui se débrouillent avec cet héritage-là. C'est fini, c'est plié. La classe ouvrière... Il y a toujours des classes sociales, il y a toujours des ouvriers. Mais la classe ouvrière, je pense, en tout cas moi c'est comme ça que je la définirais, c'était un sentiment de soi, d'appartenance, l'idée d'avoir un horizon commun, une culture partagée. Enfin, c'était un ensemble de trucs, de caractéristiques qui se sont dissoutes largement.
Et donc là, on a des gamins qui doivent faire avec l'après. Eux, c'est des vies qui commencent dans un monde qui est fini, en fait. Mais la fin de ce monde-là, c'est pas la fin du monde. Il y en a un autre qui émerge. Et on le sent dans le roman, qui s'ouvre progressivement. Il y a les transfrontaliers, il y a aussi la ludicisation des territoires, comment ça devient des lieux d'exposition, des lieux de tourisme, des choses comme ça. Et tout ça, on le sent monter aussi. C'est pour ça, souvent, quand on parle du livre, on dit des territoires en panne ou dévastés, des gens dans la misère ou au chômage. Et c'est pas exactement ça, le bouquin. Il raconte un moment... c'est là peut-être que c'est un roman noir encore, c'est Jean-Patrick Manchette qui disait le roman noir, c'est le roman de la crise, c'est-à-dire d'une transition d'un monde labile. Et c'est vrai que c'est sur ce fil-là que ça marche. Moi, j'ai noté une de vos phrases à vous, qui n'est pas mise dans la bouche d'un personnage, vers la fin du livre, qui dit « La crise, ce n'était plus un moment, c'était leur position dans l'ordre des choses, un destin le leur. Ouais. » Donc on est vraiment là-dedans. C'est assez frappant. Pour vous, la crise, ce nouveau monde, c'est la crise. En tout cas, quand on n'est pas du bon côté, quand on ne tient pas le manche, on a l'impression que la crise, c'est devenu moins une transition qu'un état permanent. Je ne sais pas, moi, depuis que que j'ai un peu de lucidité et d'état conscient et que je regarde un peu la télé, les journaux, que j'écoute les politiques, il n'est question que de crise depuis les années 80. Donc, à ce moment-là, c'est vrai que c'est bien moins une transition qu'un état permanent et qui... Peut-être qu'au fond, tout ça, ça raconte une chose toute simple, c'est qu'il n'y a plus de la place pour tout le monde. Vaste vertige. Et en même temps, alors, vous dites, je décris un état de crise, et donc il y a quelque chose qui finit, et puis il y a d'autres choses qui commencent. Mais quand même, le titre de votre roman, Leurs enfants après eux, vous l'explicitez dès la citation du Siracide, l'Ecclésiastique, donc dans la Bible, que vous mettez en exergue, et qui est, les versets sont terribles. Il en est dont il n'y a plus de souvenirs. Ils ont péri comme s'ils n'avaient jamais existé. Ils sont devenus comme s'ils n'étaient jamais nés. Et de même, leurs enfants après eux. Donc, moi, je ne trouve pas ça terrible du tout. Ouais. Parce que ces vies, ça nous ramène aussi à l'actualité, ces vies qui sont rien au regard de l'histoire ou de l'actualité, elles valent profondément d'être vécues malgré tout. Et c'est ça que moi, j'essaie de faire dans mon job de romancier. C'est qu'on s'y identifie et qu'on comprenne aussi la beauté, la valeur que ça peut avoir. Elles ne sont pas oubliées parce qu'elles ne valent rien, elles sont oubliées parce qu'elles sont discrètes, parce qu'elles ne marquent pas leur temps. Ah oui, moi j'ai pensé que vous faisiez un tombeau. Non. Parce que il est plus question... c'est moins un tombeau ou la fin des hommes du fer, là en l'occurrence, qu'est-ce que sont des vies minuscules en fait. Et qui ont... et puis... En faisant référence à la Bible, c'était aussi une manière de montrer que ces vies minuscules et cette circularité de la reproduction et de cette discrétion, quelque part, elle est de tout temps. Et que nos contemporains, ils sont aussi grands et petits à la fois que les gens qui vivaient dans des temps bibliques, quoi. Ça, d'accord. Mais en même temps, non, mais ça me trouble ce que vous dites, parce que la littérature... est là pour produire de la mémoire. Enfin, c'est vraiment le lieu commun du souvenir. Et donc, mettre en avant ces versets qui disent, au fond, leur mémoire sera effacée. Alors, est-ce que ça veut dire que le livre est justement là pour résister à cet effacement ? Ou au contraire, c'est juste un plaidoyer pour... il faut vivre quand même... même s'il n'y a pas de mémoire de ces vies-là. Ces vies, elles sont oubliées au regard de l'histoire, pas de la mémoire. C'est deux choses différentes. Ils s'inscrivent pas dans l'histoire avec un grand H. Mais il y a des... Enfin voilà, il y a des noms sur des tombes, il y a des albums de photos qui jaunissent, il y a des histoires qu'on se raconte autour de la table. Il y a des choses qui passent, quoi. Ces vies qui peuvent paraître... comment dire, négligeables, ne le sont pas quand on les mène, et puis ne le sont pas pour ceux qui vous aiment. Peut-être pour rebondir, pour venir au secours, entre guillemets, de Lise, c'est vrai que moi aussi, à la lecture, j'ai eu un constat un peu... un constat un peu désespéré. Vous parlez de circularité, c'est vrai qu'on sent ça très fort dans le livre, les choses se reproduisent, les situations se reproduisent, il y a quelques échappatoires, mais on ne les voit pas beaucoup, et
vous les décrivez pas beaucoup, en fait. Dès qu'ils s'échappent du paysage, elles ne sont plus là. Est-ce que... Enfin, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y a zéro échappatoire en lisant votre livre. Est-ce que c'était volontaire de votre part? Est-ce que je suis pas d'accord. Très bien, allons-y. C'est intéressant. Parce que déjà, chacun à sa manière... Enfin, chaque personnage à sa manière a non seulement des désirs, des ambitions, un horizon, mais aussi une progression dans son monde à lui. C'est-à-dire que c'est pas statique. Après, moi j'ai l'impression que quand on raconte des histoires, souvent on raconte davantage l'histoire des cas exceptionnels, qu'on pourrait appeler transfuge ou success story, ou même chute verticale, mais que la loi du monde social, c'est plutôt quand même une loi de reproduction et de reconduite des places. Donc moi j'avais envie d'insister là-dessus, puisque comme c'est le réel qui m'intéresse, il me semblait que ça valait le coup d'insister. Mais il y a quand même des possibilités d'échapper belle, à titre individuel par l'amour, par le plaisir, et puis aussi par l'école. C'est-à-dire qu'il y a un personnage qui à un moment comprend comment ça marche, et puis elle va réussir quand même à s'en sortir, quoi. Ouais, mais sur ce point, vous avez eu un échange avec une autre journaliste que je ne citerai pas, qui citait cet exemple-là. Ouais. Et, moi, j'ai eu une lecture un peu différente qui est, bien sûr, elle s'échappe par l'école, mais c'est qui? C'est la représentante de la bourgeoisie. Absolument, qui a les codes et qui se saisit des codes qui sont à sa portée. Ouais, absolument. C'est pas que, parce qu'il y a Vanessa qui est un personnage qui est un peu plus bas dans le monde social et qui, pour les mêmes raisons, va réussir à s'en sortir. Effectivement, l'école, c'est une institution qui marche sur deux pieds, selon qu'on la comprend ou pas. C'est une gare de triage et un genre de tamis, quoi, qui permet de trier le bon grain de livret, quelque part. Et puis ça peut être aussi une espèce de rampe de lancement, pour ceux qui ont compris comment ça marche et à quoi ça sert. C'est-à-dire les cursus royaux qui mènent à des vies successful. Donc il y a deux personnages effectivement qui vont saisir ça et qui vont pouvoir s'arracher à cette géographie-là, à leur milieu et l'espèce d'enlisement qui règne. Dans le roman, c'est vrai qu'ils sont pris dans une espèce de pesanteur qui est à la fois celle de la géographie, du social et puis de l'été, parce que l'été fonctionne aussi comme une espèce de pâte dans laquelle ils sont pris. Et en vous entendant parler, je me dis que peut-être aussi mon sentiment vient du fait que vous décrivez la trajectoire des parents, des jeunes que vous suivez. Et effectivement, je ne sais pas s'ils s'en sortent vraiment, les parents. Enfin, s'en sortent. Non, ils sont reconduits, comme vous dites. C'est les gueules cassées de la désindustrialisation, c'est autre chose, quoi. Il y a vraiment eu des générations de sacrifiés, clairement. C'est-à-dire des gens pour qui, pas tous, c'est comme le premier roman s'appelle « Aux animaux la guerre », c'est tiré d'une fable de La Fontaine qui s'appelle « Les animaux malades de la peste », dans laquelle il est dit « tous n'en mourraient pas, mais tous étaient frappés ». La désindustrialisation, ça a marché comme ça. Et tous étaient frappés et tous ne s'en sont pas relevés, quoi. Donc les parents, et ils ont morflé, quoi. C'est aussi simple que ça. Est-ce que ça vous irait si on disait, au fond, c'est une sorte de Zola du XXIe siècle, ce roman? Je veux dire par là que vous évoquez, par exemple, à un moment, l'assommoir de l'alcool. Et je me suis dit que c'était volontaire. On entend le titre donc, du roman de Zola. Est-ce qu'il y a cette volonté de décrire un milieu qui n'accède pas toujours à la littérature et d'en tracer le portrait de manière beaucoup moins déterministe que chez Zola? Ça, on en reparlera, mais... Est-ce que ça vous irait comme qualification ou vous trouvez ça déplacé? Mon programme, il ressemble à celui des réalistes du 19e siècle. C'est un programme de restitution et puis d'attention extrême aux détails et en même temps de peinture à fresque par moment. C'est-à-dire qu'il y a des grands moments collectifs. Alors, chez Zola ou Flaubert, ça pouvait être des comices agricoles ou une grève. Et là, c'est un 14 juillet, une Coupe du Monde ou un enterrement, quoi. J'avais envie de montrer comment les individus, par moments, se coalisent, se coagulent, quoi, pour former autre chose, quoi. C'est un roman qui a une attention extrême aux écarts, aux différences entre les gens, à ce qui les sépare comme classe, comme milieu, mais aussi qui essaye de montrer comment parfois la mayonnaise prend et qu'il y a un désir de fusion qui est extrême, quoi. Et ça se joue sur ces
sur ces deux modalités-là. Il y a des différences de focale. On est vraiment parfois dans le gros plan, et puis après, on élargit dans le 16/9e, quoi. Et puis c'est aussi votre talent, enfin, d'une écriture très sensible. C'est-à-dire que ça passe aussi. Je trouve que très souvent, vous arrivez à nous accrocher à une sensation qui se déplie en une lecture. Je pense par exemple à des considérations sur la climatisation et sur le rapport au travail, mais j'ai trouvé ça lumineux. Là-dedans, la climatisation tempérait les humeurs, beeper et téléphone y éloignaient les comparses, réfrigéraient les liens, des solidarités centenaires se dissolvaient dans le grand bain des forces concurrentielles, partout de nouveaux jobs ingrats, etc. Mais ça part de ça, du fait qu'est-ce que c'est de vivre dans un milieu réfrigéré et qui en effet défait les solidarités ouvrières qui ne restent plus qu'à l'état de nostalgie, quoi. Bon, après, cette attention-là au corps et aux sensations, elle est permanente dans le bouquin. Elle n'est pas uniquement sur des choses qui seraient d'ordre sociologique ou politique, quoi. Le roman, ça sert à ça, à fixer des perceptions, quoi. C'est-à-dire que non seulement les décrire en essayant d'être précis, mais aussi essayer d'employer une langue, des articulations entre les mots qui font que ces sensations vont passer chez le lecteur et qui va à son tour les éprouver comme les personnages. C'est à ça que ça sert, le style, à éprouver des choses, quoi. Ça, j'ai presque envie de dire, si un roman ne fait pas ça, qu'est-ce qu'il fait, quoi? C'est assez beau parce que vous arrivez à le décliner aussi bien chez les hommes que chez les femmes, chez les jeunes gens. Enfin, et en effet, il y a cette acuité de la sensation et qui passe notamment par la répétition. Notamment par la répétition des scènes d'ennui, des scènes d'attente, aussi bien chez les jeunes gens que chez les parents, ce moment de latence. Ouais. Ouais. Et qui est un moment peut-être aussi privilégié pour l'attention à l'extérieur, en fait, où là on peut se poser puis se dire que peut notre corps, quoi. Mais même là, on pourrait s'essayer à ce jeu-là, quoi. La crudité des lumières, les murmures derrière, parce qu'il y a la rédaction, la température qui fait, parce qu'on a un peu chaud, etc. Tout ça, ça fait un espèce de complexe de sensations qu'il est intéressant de restituer. Et comment on le fait passer à quelqu'un qui n'était pas là. Très bien. Dans cet ordre-là, vous avez une attention au corps. Dans vos deux romans, il y a un personnage qui fait du culturisme, qui se muscle beaucoup et qui est très fier de se muscler. Il y a une volonté de montrer... Et il y a un handicapé, il y a des gens qui sont très fluets. Il y a une volonté de montrer un peu un étalage de ce que c'est l'être vivant aujourd'hui. Ou vous piochez dans les... Ouais, ça, c'est pas un programme, ça se fait au cours de l'écriture. C'est pas délibéré au départ où je vais me dire j'ai mes silhouettes comme ça devant mon bureau et puis je vais les décliner dans le roman. Non, ça se fait comme ça. Le rapport à la force et à la musculature, ça c'est lié à des rapports à la masculinité dans certains milieux, en fait. C'est aussi simple que ça. Anthony, qui est un gamin qui appartient à un milieu quand même assez modeste, la manière de s'affirmer en tant qu'homme, c'est de prendre du volume, quoi. Voilà. Okay. Très bien. Peut-être on peut juste, du coup, dire un mot du premier roman, de votre premier roman, Les animaux de la guerre, où aussi il y a un jeune homme qui prend du volume. Vous passez par le roman noir pour raconter quelque chose qui me touche personnellement et aussi en termes professionnels. Moi, je m'occupe des questions sociales à Mediapart, donc aussi beaucoup des usines qui ferment. Donc vous racontez aussi dans ce roman une usine qui est en train de fermer, qui va fermer. Votre héroïne, c'est une inspectrice du travail, ce qui ne doit pas être si courant que ça dans la littérature française. Voilà. Pourquoi passer par le roman noir pour faire vivre cette réalité-là? Ça vient moi, de par mon job, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'assistais à des plans sociaux qui s'appellent de manière un peu comique des plans de sauvegarde de l'emploi, et ce qui consiste pour l'essentiel à virer du monde. Donc j'assistais à ça et je tapais ce qui s'y disait, je faisais les minutes des réunions où ça se négocie. Et en 2007-2008, j'ai assisté à les derniers feux de la classe ouvrière, là, vraiment, au moment de la crise des subprimes, là, il y a des milliers d'emplois qui ont été détruits. Et je me suis dit, je suis dans le cœur du réacteur, quoi. C'est en train d'arriver devant moi. Comment je peux raconter ça
sans être chiant. Il y avait un programme aussi de comment on harponne un lecteur, comment on fait pour que des gens qui trouveraient ça ennuyeux s'y intéressent. Question que je me pose dans mon travail. Mais voilà, parce que comment faire des objets populaires sur le peuple, à moi. Ouais. Parce que quand on dit aux gens, je vais faire un roman social et politique, ils baillent et ils tournent les talons tout de suite. Hein. Ouais. Donc, je cherchais des méthodes pour rendre ça un peu sexy, quoi. Donc, on met poursuite de voiture, un pistolet, voilà. C'est le programme du cinéma, une fille, un flingue, quoi. Et puis, après, derrière ça, une fois qu'on remplit ce programme minimal du roman noir, et le roman noir a toujours été fait pour parler d'autre chose, c'est-à-dire ou la crise, ou la description d'un milieu, ou d'un quartier, ou de quelque chose. Voilà, après, on peut parler de ce qui nous intéresse vraiment, c'est-à-dire un monde qui s'achève, en l'occurrence une usine qui ferme, la dernière dans une vallée, quoi. Okay, on peut peut-être regarder juste la bande-annonce qu'a produit France 3 pour présenter la série qui est tirée de votre livre. On veut bien savoir ce que vous en pensez. Alors c'est vraiment ce qu'on voit à la télé entre deux programmes, donc on regarde. Ce programme sera diffusé en audio-description. Jeudi sur France 3, la fiction s'invite au cœur de la réalité. Il va y avoir beaucoup de licenciements. Ouais. Combien? Tout le monde. Dans des Vosges frappés par la crise. Comme vous aviez pas trop l'air de vouloir bosser cette semaine, je voulais pas avoir trop l'air de vous payer. Tu vas pas le tuer non plus, non? Les patrons sont pas systématiquement des salauds. Sans perspective d'avenir. C'est tout ce que je peux faire pour l'instant. Vous nous devez 9 000 €. Je vais trouver une solution. Il faut parfois user du système D. C'est pour transporter quoi? Tu poses pas de questions. Jusqu'à en abuser. Un kidnapping? Tu es complètement con, quoi. Tu m'as dit que t'avais besoin de fric. Roche Dizem, Olivia Bonamy, Rod Parado, Aux animaux la guerre, un polar social inédit. Jeudi à 21h sur France 3. Voilà, donc jeudi à 21h sur France 3. Ça vous fait quoi de voir ça? D'abord, j'imagine, est-ce que vous imaginiez quelque chose comme ça quand vous écriviez? Et puis comment vous recevez un produit commercial bien apprêté et qui vend effectivement du réel, mais beaucoup de fiction, de flingues, Moi, c'est pas si loin de la démarche que j'avais eue en écrivant le roman noir. C'est-à-dire que comment, sous couvert d'un polar du jeudi soir, on parle de comment les gens vivent, en fait. Qu'est-ce que c'est que les rapports sociaux, leur violence, etc. Donc, le postulat de cette série, c'est le même que celui du roman. C'est comment de la violence sociale devient de la violence tout court. Je l'ai coécrite, la série, hein, donc c'est comme ça qu'on l'a voulu, quoi. C'est toujours compliqué de faire des objets culturels critiques en essayant d'embarquer le maximum de monde. Donc on cherche à ruser, quoi. Dans les histoires du cinéma de Scorsese, il y a une catégorie de réalisateurs dont il parle qu'il appelle les contrebandiers. C'est des gens comme ça qui font des histoires de pirates ou de détectives, des choses que les gens allaient voir massivement. Et puis derrière, ils essayaient de refourguer autre chose, quoi. C'est un peu notre projet aussi. Mais là, vous avez repris, pour votre dernier roman, vous avez repris une trame qui pourrait être celle du roman noir, avec un enjeu important, mais minimal au regard de... Voilà, c'est un vol de moto. Et puis, vous en éloignez progressivement, ou enfin, ça devient... C'est moins central, disons. La violence affleure, mais elle passera jamais vraiment complètement à l'acte, dans les rapports entre les gens. Il n'y aura pas mort d'homme directement, disons. Moi, j'ai vraiment voulu refaire un roman noir, mais vraiment. Et chemin faisant, dans l'écriture, j'étais tellement obsédé par rendre la vie des gens, les détails, faire des personnages qui existent, quoi, que petit à petit, c'est devenu un peu comme le réel, ça résiste, quoi. Et que mon programme de roman noir, il est tombé un peu à l'eau en cours de route. Et qu'à chaque fois que je fomentais une conclusion brutale, les personnages se dérobaient parce qu'ils avaient des logiques qui étaient celles davantage du réel. Et la vie continue, quoi. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est la volonté de réalisme et c'est devenu une chronique. Finalement, c'est ça, ce bouquin. C'est un roman d'apprentissage et une chronique
de la vie dans une vallée dans les années 90. Et ça devient, voilà, portrait d'une poignée de personnages, d'une époque et d'une vallée. Okay. Est-ce que vous justement, dans cette chronique, vous laissez entendre la parole de tout le monde? C'est assez rare qu'on entende parler comme ça des gens qui ont immigré en France pour travailler et qui voient grandir leurs enfants, qui leur échappent ou leur échappent pas, et à l'inverse, passent dans les discours que vous retranscrivez ou que vous inventez des choses qui ne sont pas du tout inventées, qui sont des remarques racistes en passant, etc. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé presque, c'est que vous vous abstenez de juger ces regards-là et vous ne les commentez pas, en fait. Enfin, ces remarques-là, vous ne les commentez pas, alors que vous commentez d'autres choses, le désir, l'ennui, l'attente. Ouais. J'imagine que c'est volontaire, vous les mettez dans le paysage sans en dire tellement plus. Parce que c'est tellement commenté par ailleurs que c'est plus intéressant de le restituer sans rien en dire. Et que là, il faut vraiment pas penser, mais donner à penser juste. Et là, vraiment, je m'efface. Parce que sinon, ça ferait un gros coup de stabilo moralisateur et ce serait très pénible. Donc, il faut que ça affleure sans que là, moi, je peux pas intervenir sur un truc comme ça. Sinon, ça devient gros sabot tout de suite, quoi. Ouais. Et du coup, ça veut dire que vous travaillez cette position de surplomb ou pas surplomb, ou c'est quelque chose que vous avez en tête c'est travailler, puis en même temps, la question de la bonne distance, elle est un peu intuitive aussi, quoi. C'est une question d'intelligence du monde. On essaye d'être un poil subtil. Je ne sais pas si j'y parviens toujours, mais c'est quand même l'idée, quoi. Il y a une phrase que je cite assez souvent de Proust sur Victor Hugo, où il disait au début, Victor Hugo pensait au lieu de faire comme le monde donner à penser. Donc il y a des moments comme ça où il faut restituer quelque chose et puis laisser le lecteur mettre le curseur là où il veut, de juger comme il l'entend, penser ce qu'il veut. Est-ce que vous diriez que votre roman est un roman de gauche? Alors, moi, à la lecture, j'ai eu le sentiment que c'était un roman de gauche pour plusieurs raisons. D'abord parce que vous prenez les personnages à l'endroit de leur dignité et pas seulement de leur misère intérieure. Et puis aussi parce que le roman leur restitue la liberté, là où le réel, souvent, les entrave. Après, peut-être que c'est un qualificatif qui n'a pas de sens pour vous. Enfin, c'est une question. L'auteur est de gauche, le roman, non. Je vais vous dire pourquoi. En tout cas, dans mon projet, c'est parce que être réaliste, c'est essayer de restituer Alors, je sais bien que c'est un postulat qui n'est pas tenable jusqu'au bout, mais je voudrais être comme le monde, quoi. Mais vous voyez bien que quand vous dites, par exemple, il s'agit de comprendre les positions de chacun, on est à l'opposé de la phrase d'Emmanuel Valls, comprendre, c'est excuser. C'est-à-dire que cette position-là, déjà, c'est une position d'écoute qu'on pourrait caractériser, d'écoute et d'écoute bienveillante, quoi. Je ne sais pas si la gauche a le monopole de l'écoute bienveillante. Ça me dérange un peu là, parce qu'on mettrait des curseurs de sens sur un objet qui doit pouvoir être pensé de plein de côtés différents, quoi. Je n'esquive pas la question par prudence, mais non, je ne crois pas avoir voulu faire ça, mais ça l'est peut-être à mon corps défendant, quoi. En tout cas, vous avez fait un roman que vous qualifiez vous-même de martial. Non, c'est mon rapport à l'écriture qui est martial. Ouais. Littérature martiale, littérature pour donner des coups, dites-vous. Ça, alors, il y a peut-être un côté politique là-dedans, mais au-delà, existentiel, quoi. C'est-à-dire que la vie nous blesse, grâce au livre et à ce qu'on écrit, on peut rendre ça tolérable et puis rendre quelques coups en fixant les choses. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des manières de vengeance. Mais alors, ce serait quoi les coups portés? Ce serait revenir sur les lieux et être à même de raconter ce qui vous a fait souffrir? Il y a peut-être un peu de ça. Et puis, ça, c'est vraiment des questions difficiles. Ce serait quoi les coups portés? Régler son compte au réel, ce serait déjà essayer de le fixer tel qu'il est, sans mystification, par exemple.
Si on allume sa télé et qu'on a l'impression que tout est falsifié en permanence, qu'il y a un rideau qui est tendu devant le réel pour nous empêcher de le voir et le refabriquer sans cesse, essayer à l'inverse de le rendre tel quel, avec le maximum de réalisme, c'est rendre des coups contre cette entreprise-là de falsification, peut-être. Ouais. Vas-y. Non, mais en même temps, on s'interrogeait là-dessus parce que j'entends très bien ce que vous dites, mais en même temps, il y a quelque chose de tendrement désespérant à la lecture du livre. Et du coup, on se disait, ce livre n'est pas un outillage du lecteur pour rendre des coups, pour le coup. On ne pourrait pas le dire comme ça. Je ne sais pas, parce qu'il y a des... par exemple, on pourrait rêver que quelqu'un qui le lise avant d'avoir fini son parcours scolaire se rende compte de comment ça marche et que ça devienne des armes dans sa réalité, quoi. Il y a, alors, c'est pas un manuel, mais à mon avis, la littérature, elle est martiale au moins à 2 points de vue. C'est qu'elle donne des armes pour accroître notre intelligence du réel, et puis qu'elle crée des réseaux d'alliances. C'est-à-dire qu'elle rompt votre isolement. Exemple, vous êtes un ado mal fichu, et puis vous lisez un livre, et vous dites « mais oui, c'est exactement ça ». Vous êtes beaucoup moins seul, et vous avez déjà des tuteurs pour vous aider. Et ces réseaux d'alliances-là, de livre en livre, de lecteur en lecteur, toutes ces mèches allumées dans des têtes à droite, à gauche, comme ça, il n'en faut pas beaucoup, hein, mais ça produit des compagnons de route, quoi. Ah oui, absolument. Vous parlez d'un outil de dévoilement. Ah oui, ça oui. Très bien. Et je crois me souvenir d'avoir lu des articles indiquant que vous avez rencontré des lycéens, justement, des jeunes, pour discuter et pour savoir qui aurait droit au prix du Goncourt des lycéens, je crois bien. Alors comment ça s'est passé? Est-ce que pas très bien. Voilà. Non, mais c'est une question. Est-ce que vous avez rencontré des gens, des jeunes, des étudiants, des lycéens qui avaient trouvé la voie et de ce que vous dites là, qui comprenaient la démarche? C'était ambivalent. C'est-à-dire que dans les réunions publiques qu'on avait, donc il y avait les auteurs, on était 4 ou 5, et puis 200 ou 300 lycéens, et il y a une organisation du débat en questions-réponses, en fait, de la discussion. Là, il y a des ados qui se sont un peu révoltés contre le récit, en disant pourquoi cette noirceur, ce pessimisme, et ils veulent espérer à fond, quoi. Et il y a des adultes aussi qui me font ces remarques-là, alors que moi je pense que c'est sur l'état des lieux du réel qu'on peut commencer à espérer. Il ne faut pas espérer à fond perdu. Et puis, il y en a aussi à qui ça renvoyait une image de l'adolescence où ils se sentaient dépréciés. Et enfin, moi il y a un truc que j'avais oublié dans ma peinture de l'adolescence, c'est que c'est un âge de la pudeur, et qu'il y a des scènes d'amour un peu frontales et que ça les a un peu secoués pour certains d'entre eux. Ouais. Mais c'était ambivalent parce qu'ensuite on se retrouvait à signer des livres pour ceux que ça intéressait. Et autant on avait pu contester ce que j'avais mis dans le bouquin publiquement, autant en douce on venait me dire non c'est bien, moi ça m'a beaucoup plu, ne les écoutez pas. Ouais. Donc il y avait une expression publique en disant c'est choquant, vous m'avez heurté, et puis une autre qui disait moi dans la lecture et l'intimité de la lecture, j'ai beaucoup aimé ce qui s'est passé. Ouais. Vous parlez des scènes de sexe, c'est une question qu'on s'est posée tous les deux. Dans votre livre, il n'y en a pas beaucoup, mais elles sont très bien racontées, longues, comme vous le dites, vraiment à l'affût des sensations, etc. Et alors on s'est posé une question, est-ce que ça rejoint un peu les remarques des ados, est-ce que c'est du sexe entre adolescents ou est-ce que c'est du sexe entre adultes transposé? C'est une bonne question, ça. Il y a un peu du sexe d'adulte quand même transposé. Après, pas moi personnellement, mais j'avais des potes qui avaient des vies très délurées à l'époque et qui je pense, avaient déjà ce genre de parcours sexuel, même à 17-18 ans, quoi. Après, c'est difficile de dire où est le curseur, qui fait quoi, etc. Vous racontez des scènes sexuelles, vous racontez aussi dans le roman d'apprentissage des scènes
consommation de substances prohibées diverses. Vous avez d'ailleurs des considérations assez drôles sur le fait que le parcours de livraison du hashish suit à peu près les mêmes parcours que ceux de l'industrie lourde il y a quelques décennies. Et vous décrivez ça aussi. Je pense que de ce point de vue-là, je pensais en effet aux adolescents qui racontaient, qui pouvaient lire le texte. Je pense qu'il y a aussi peut-être un regard porté assez tendre aussi sur cet apprentissage des substances qui permettent d'échapper à la réalité, qui permettent d'échapper à l'ennui, qui permettent d'échapper à soi-même. Ouais, et puis le roman d'apprentissage, il est obligé de se colter avec cette question des limites. C'est-à-dire que l'adolescence, que ce soit dans un manège à la fête foraine, sur une moto lancée à pleine vitesse ou par l'ivresse et le sexe, c'est un moment où on cherche où ça s'arrête, quoi. On cherche le bout. Et Anthony, quand il roule à moto, il y a ça aussi. Il cherche la pointe extrême de la vitesse possible. Il voudrait presque tomber. Et voilà, je pense que l'adolescence, c'est ce moment où on cherche des murs où se cogner, en fait. Et il y a donc ça, l'ivresse, le sexe, la vitesse. Voilà. Ces substances illicites, vous les attribuez, en tout cas dans ce livre-là, un peu par âge. Les jeunes fument du shit, et les adultes et les plus vieux s'enivrent au vin, à la bière, à tout ce qui passe. C'est un modèle qui était déjà celui que montrait Coluche dans son sketch Gérard. Le père éclusait les surplus et le fils fumait du hakik. Ouais, et d'ailleurs moi, en devenant adulte, je me suis mis à boire du vin et j'ai arrêté de fumer du shit. Donc c'est des trucs que je pense, il y a une sociologie aussi de la consommation. Des drogues diverses. Bon, et après, pour finir, peut-être, on voulait terminer sur ce que vous racontiez aussi de ce que vous mettiez en avant vous-même de votre trajet. Vous avez dit dans plusieurs entretiens, la littérature, ça sert aussi à payer ses dettes. Je viens d'un milieu qui m'a donné les moyens de le trahir. Donc vous vous présentez comme un transclasse. Et on voulait aussi vous interroger sur voilà, comment vous vivez maintenant? Qu'est-ce que c'est une vie d'écrivain matériellement maintenant que voilà. Alors moi après, je suis un transfuge d'un type un peu particulier parce que je crois que la distance elle est surtout culturelle, c'est-à-dire que il y a très peu de temps, j'avais pas tant de la distance n'était pas financière en fait. Ma vie, la manière dont j'ai organisé mon temps. Et ma vie professionnelle, elle est aussi liée à l'écriture. Et donc, il faut qu'elle autorise deux choses, c'est de la disponibilité et de la discipline. Et donc, comme je voulais écrire, et qu'à Paris, c'était difficile parce que c'est une ville qui coûte très cher pour se loger, se nourrir, se déplacer. Je suis rentré à Nancy il y a quelques années et je trouvais un job dans une association qui surveille la qualité de l'air. Voilà, je fais de la com 2 jours par semaine. Puis le reste du temps, je m'astreins à écrire. Voilà, c'était ça le fonctionnement. Et ça a marché parce que j'ai écrit une série et un roman, quoi. Les conditions matérielles de l'auteur, voilà, c'était celle-là pour moi. Et est-ce que le prix Goncourt vont changer ça? En tout cas, vous avez le projet de changer ça ou forcément, mais je ne sais pas dans quelle proportion. Quoi. Moi, j'ai une hantise, comme je suis un auteur qui a un souci extrême du réel, c'est de décrocher du réel. C'est de me retrouver hors sol. Et je pense souvent à Scorsese. Scorsese, ses premiers films, ils sont vraiment infusés par le sirop de la rue. On sent vraiment, il y a la palpitation de la ville dedans. Et puis ça va devenir des espèces de pièces montées décoratistes qui sont très bien, mais que c'est complètement autre chose, quoi. Donc j'espère garder un pied dans le réel, voir les deux si possible. Ok, je crois qu'on... Merci beaucoup. Cette question. Merci beaucoup d'avoir passé du temps avec nous. Donc, fin de l'échange avec le prix Goncourt. Nous sommes fiers.